Et on va enchaîner avec de la disruption et Human First Vision, une vision de la mobilité de demain, centrée donc, on l'a dit, sur l'humain. Et j'accueille Eric Fintin de chez Software République, COO, et Mustapha Bouraoui, VP stratégique marketing chez ST Microelectronics. Bonjour messieurs. Je vous laisse prendre la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Eric ou Mustapha, vous allez me dire. Eric. Hop, je pense qu'on a un peu avancé vite sur les slides. Il y en a... On va remettre la première slide, pas de problème. Non, je pense qu'il y en a deux autres avant, normalement, mais... Voilà, celle-ci, c'est la première que nous avons. Eric Fintin et Mustapha Bouraoui. Non, mais du coup, c'est pas la dernière version des slides, puisqu'il n'y a que les tiens. C'est pas grave, je vais faire sans les slides. C'est les joies du direct. Écoutez, déjà, merci de l'invitation. Effectivement, c'est l'occasion de vous présenter un petit peu d'abord ce que c'est que cet objet bizarre de Software République. Et j'entendais le débrief. Il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup, que vous n'avez pas beaucoup cité. Moi, j'ai malheureusement pas pu être là hier, mais c'est la notion d'écosystème. Et c'est clairement ce qu'on essaye de faire dans Software République. Donc Software République, c'est né de quoi? C'est né au moment où Renault a annoncé son plan stratégique Renaulution il y a un peu plus de 2 ans, et où on s'est dit finalement les grandes tendances qui traversent la mobilité que vous avez évoquées, que ce soit l'électrification, que ce soit le passage du produit au service, que ce soit toute la connectivité qui va jusqu'à des formes d'autonomie. Tout ça, ça a 2 caractéristiques communes qui sont très transformationnelles pour l'automobile. C'est ça consomme beaucoup plus de software. Prendre un Uber et utiliser sa voiture en VTC, c'est plus de software que de démarrer avec sa clé. Et ça consomme plus d'écosystèmes. Forcément, le véhicule électrique, c'est de la recharge, c'est du lien avec des territoires, c'est du lien avec des énergéticiens, etc. Donc plus d'écosystèmes, plus de software, donc on crée un écosystème software. Et l'idée, c'était de ne pas le faire uniquement dans la verticale traditionnelle de l'automobile que vous connaissez tous, avec des tier 1, des tier 2, etc., mais de le faire de manière horizontale. Et donc, de manière horizontale, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec des acteurs que vous voyez ici en bas du slide, qui sont bien évidemment fortement impliqués dans le monde de la mobilité, mais c'est probablement pas tous des acteurs qu'on citerait comme ça, en disant qui sont les acteurs de la mobilité, à part probablement Renault. Donc c'était ça l'idée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ensemble? On crée des produits et des services. Ça, c'est vraiment la base de ce qu'on fait. Donc, on n'est pas un think tank, on n'est pas un centre de recherche, on n'est pas un centre d'innovation. On est vraiment là pour créer des produits et des services que chacun d'entre nous, tout seul, n'aurait pas été capable de créer. Donc, c'est un principe assez simple. Et on le fait systématiquement à 3. Donc, les mariages à 2, finalement, nos entreprises, elles savent le faire depuis très longtemps. Et elles ne nous ont pas attendu. Donc, nous, on commence à 3. Et deuxième caractéristique aussi de ce qu'on fait, on fait que des produits qui vont sur le marché. C'est-à-dire que nos entreprises, les 6, peuvent être clients d'une solution. Mais par contre, en aucun cas, c'est une solution propriétaire captive. Elle va sur le marché à la fois pour avoir des économies d'échelle et puis, bien évidemment, pour vérifier qu'on est bien en train de faire des choses compétitives. Voilà, donc ça, c'est vraiment le concept. Et dernier point qui est important, c'est qu'on a des startups qui viennent contribuer, puisqu'on est quand même 6 grosses structures. Et donc, par rapport à ça, c'est agréable d'avoir dans l'environnement des plus petites structures qui vont venir nous challenger, que ce soit sur le fond, avec les innovations, ou sur la forme, parce que forcément, ils vont plus vite, etc. Et vous aurez l'occasion de découvrir Christophe Stern juste après, qui est une des startups avec lesquelles on collabore. Voilà, donc ça, c'est vraiment le concept de Software République, avec une série de produits qui sont en train d'arriver sur le marché dans des domaines très divers, cybersécurité, recharge, services pour les territoires, etc. Voilà, c'est bon. La bonne version des slides arrive. Donc, incubateur de startups, juste pour peut-être vous citer quelques noms qui sont ici, là. Vous voyez donc des startups européennes avec un point fondamental au niveau des startups qui est qu'on cherche des startups avec lesquelles il y a des projets potentiels. Donc, c'est pas juste dire, ah bah tiens, il y a une startup qui est sympa ou qui a un potentiel incroyable. Ça, il y en a plein, mais qui n'ont pas de potentiel de projet commun avec nous 6. Donc nous, c'est vraiment cette idée de projet commun qu'on identifie. Par contre, l'avantage pour la startup, c'est effectivement d'avoir accès à 6 grands groupes pour le prix d'un, et en particulier à toute l'expertise, tous les go-to-market, etc.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait au quotidien. Et puis je vais laisser Mustapha vous raconter un projet un peu iconique de ce qu'on a fait et qui est exposé juste devant. Merci Eric. Donc vous l'avez compris, sous certains aspects de son fonctionnement, la Software République agit un peu comme un bureau d'études qui essaye de transformer des idées qui peuvent susciter l'intérêt commun des membres en projets industriels. Donc ça c'est très important. Et il se trouve, comme tu l'as dit, et je reprends ta phrase, la vie commence à 3, donc souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, ces projets impliquent un sous-ensemble des membres de la Software République, et c'est très bien comme ça. On s'est dit, à la fin de l'année dernière, pourquoi ne pas essayer de réfléchir aussi à un projet fédérateur, unanime, qui permette aux membres de la Software République de s'exprimer, d'exprimer leurs innovations, leurs technologies à travers un projet qui implique tous ses membres. Et donc on s'est retrouvé en décembre autour du PDG de Renault, Luca De Meo, qui a invité ses homologues CEO des membres de la Software République à valider ce projet. Et on a appuyé sur le bouton en décembre et on a révélé donc Human First à Vivatech au mois de juin. 6 mois. 6 mois avec les 6 membres de la Software République, 6 partenaires ad hoc du projet, 100 collaborateurs qui ont travaillé sur ce projet. Et on l'a voulu basé sur les cas d'usage. Plutôt que de dire voilà la liste de toutes les innovations technologiques, on va essayer de les placer. Non, on a fait le travail et la démarche inverse de se dire quels sont les cas d'usage qui sont pertinents et après comment les technologies, les solutions, les produits des membres peuvent servir et mettre en œuvre ces cas d'usage. Je vais vous en décrire 3 sur les 4 qui animent Human First, qui est donc, que vous pourrez donc découvrir à l'extérieur. Premier cas d'usage, accès complètement dématérialisé à la voiture. Et ça, il faut le reconnaître, Renault est pionnier dans le domaine. Donc, comment pouvoir accéder au véhicule, bien sûr sans clé, sans hardware, sans téléphone, sans badge, sans rien du tout. Donc, le conducteur se rapproche du véhicule, le véhicule le reconnaît, valide l'accès et lui permet de rentrer dans le véhicule. Et pour ça, il faut bien sûr des capteurs. Donc ici, ST a fourni les capteurs d'image, des capteurs microphones, qui permettent de transmettre des informations à nos amis de Thales, qui vont bien sûr utiliser leurs expertises, aussi bien en cybersécurité qu'en reconnaissance faciale, pour permettre l'accès au véhicule. Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est sur le confort et l'expérience utilisateur à l'intérieur du véhicule. Je suis en train de conduire Human First. Je ne suis pas seul dans la voiture. Eric Fintin m'appelle parce qu'il veut discuter de l'ordre du jour du prochain séminaire de la Software République. Un sujet très intéressant pour moi, mais peut-être pas pour mes voisins dans la voiture. Donc, le Human First va m'isoler dans une bulle sonore qui me permet de discuter avec Eric tout en laissant la musique continuer auprès des passagers. Donc ça, il faut effectivement des algos, donc avec notamment nos partenaires d'Arcamis, et bien sûr du hardware, où il faut des amplis audio, par exemple, côté ST. Troisième cas d'usage, très important, c'est de surveiller un peu l'état général du conducteur. Malheureusement, de temps en temps, un conducteur peut être amené à avoir un malaise, plus ou moins grave, hein, mais dans tous les cas, ce malaise peut entraîner la perte de contrôle du véhicule et donc entraîner des accidents. Donc on essaye de surveiller discrètement les constantes biologiques du conducteur à travers des capteurs qui sont insérés dans le volant, sur la ceinture de sécurité, peut-être aussi des caméras intérieures pour faire du in-cabin monitoring et surveiller l'état général du conducteur. Et dès lors avec des algorithmes qui vont bien, on arrive à déceler un début de malaise, on peut imaginer la voiture reprendre le contrôle, se garer et appeler les secours. Donc voilà 3 cas d'usage. Et sur ce dernier, Christophe va certainement détailler davantage. Très rapidement sur le 4e, c'est des alertes prédictives dans des zones dites accidentogènes, sur lesquelles on peut imaginer que le conducteur est prévenu, par exemple, de l'arrivée d'un cycliste qui est caché par un camion qui est garé sur le bas-côté et permettre de prendre ses précautions pour éviter l'accident. Voilà donc quelques innovations. Il y en a 20 au total. Certaines ont été exprimées à travers un jumeau numérique, fait avec nos amis de Dassault Systèmes. Et
Et voilà en quelques mots ce que vous pourrez aussi découvrir de visu tout à l'heure à l'extérieur. Donc on peut prendre peut-être voilà, une ou deux questions. Un petit temps de questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Oui, Laurent? Une question, parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'était Human First et j'ai voulu faire un petit papier dessus, mais je n'ai pas compris ce qu'était votre jumeau numérique en fait. Est-ce que c'est un développement à côté? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la voiture? C'est quelque chose d'expérimental? Alors, il y a un peu deux idées. D'abord, le jumeau numérique en tant que tel, c'est pas nouveau, hein, c'est la modélisation et beaucoup de constructeurs d'objets compliqués utilisent des outils de design en virtuel et qui permettent de faire beaucoup de choses avant de passer au réel. Donc ça, je dirais que Human First a été travaillé dedans, mais en soi, c'est pas ça l'innovation. L'innovation, c'est la connexion qu'on a entre le monde physique et donc de l'objet, Human First, et le monde virtuel. Et qui va permettre, alors là, c'est pas quelque chose qui est destiné au grand public, c'est clairement quelque chose qui est destiné à nos équipes de développement, mais qui va permettre de faire cette interaction et cet aller-retour permanent entre le physique et le virtuel. Et donc là, vous n'avez pas la partie virtuelle de la simulation qui est devant, elle était à Vivatech. Vous ouvriez la porte dans le vrai, où vous changiez les couleurs des lumières dans le vrai concept. Et puis, ça se mettait à jour dans le jumeau numérique et réciproquement. Et donc, vous pouviez basculer de l'un à l'autre. Et ce qui est très important à travers ça, et en quoi c'est innovant technologiquement, parce que c'est pas très simple à faire, et c'est innovant par rapport à ce que vous mettiez au centre de votre dessin d'hier, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que la conception sur la partie d'ingénieur, elle marche très bien dans le monde virtuel parce qu'on peut vérifier les interférences, est-ce qu'il y a la place, les éléments d'architecture, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour faire le ping-pong avec des tests clients, avec des expériences utilisateurs, etc., on a quand même besoin, dans un certain nombre de cas, de passer au réel. Et au lieu d'avoir deux environnements déconnectés qu'il faut ramener l'un vers l'autre en permanence, eh bien là, ils se parlent. Donc voilà, alors on le met un peu moins en avant parce que c'est plus quelque chose qui est tourné vers, on va dire, le monde du développement, mais c'est une très très grosse avancée de ce point de vue-là. Autre question? On a encore une petite minute. Oui, a priori. Oui, question, si on peut amener le micro. Voilà, parfait. Ça c'est mieux, on entend effectivement la question. Bonjour. Bonjour. Quel serait le prix de la voiture, s'il vous plaît? Alors ça c'est la... Le prix de la voiture, nous ne sommes pas fabricants de voitures, donc je vais laisser... Alors, c'est le principe des concept cars, c'est que ce n'est pas des voitures qui sont en vente, hein, et c'est bien un démonstrateur. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des rêves d'ingénieurs fous et que ça ne verra jamais le jour. Bien évidemment, le but, et d'ailleurs, une des réalisations concrètes qu'on observe au-delà de l'effet médiatique externe, c'est que ça a permis aussi une adoption à la fois des technologies qui ont été démontrées et puis du modèle de Software République dans l'intérieur de nos groupes, hein, puisque le modèle Software République, je vous l'ai décrit rapidement, c'est un modèle très innovant, très nouveau, qui ne rentre pas dans les boîtes traditionnelles qu'on a tous, dans les logiciels qu'on a programmés dans nos cerveaux. Soit on fait des achats, soit on fait nous-mêmes. Là, on est finalement dans un environnement de partenariat entre les deux. Et donc, le concept, il aide aussi beaucoup à faire en sorte que ces technologies, elles arrivent demain dans des voitures de série. Donc, la voiture elle-même, non. Les technologies, bien évidemment, et dès les 2 prochaines années, chez Renault. Intéressant. Je crois qu'il y avait une autre question. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la relation entre Software République et les startups, à la fois dans la phase d'identification des startups pour l'innovation, dans la phase d'exécution du projet, et puis dans la phase post-concept car, post... Je peux peut-être commencer, je te laisserai finir. Donc, dans la phase d'idéation, où on commence par avoir des idées qui peuvent susciter un intérêt commun chez un sous-ensemble des partenaires, on rentre dans vraiment un funnel d'innovation qui se termine, dans certains cas, par le démarrage d'un projet industriel. Les membres de la Software République intéressés par cette transformation d'idées en projet vont aussi identifier des partenaires ad hoc. Ces partenaires ad hoc peuvent être des autres entreprises industrielles, mais surtout aussi des startups. Et ces startups
sont scoutés ou en tout cas identifiés grâce aussi à l'incubateur de la Software République. Et c'est un peu, je dirais, dans un cercle vertueux. L'admission de start-up dans l'incubateur de la Software République est aussi suscitée parfois par ces études de projets qui nous disent, voilà, il y a, je dirais, une IP ou une expertise qui nous manque. Elle se trouve chez cette start-up, on va l'incuber et en même temps la faire participer au projet. C'est un peu l'idée. Hein. Ouais, et puis peut-être pour compléter, rendre le truc concret et puis en profiter, parce qu'il y a sûrement des startups dans la salle. On fait régulièrement des appels à projets quand on a des problématiques sur lesquelles on cherche des talents. Et donc là, en fait, pour trahir quelques secrets, on est en train de préparer le concept de l'année prochaine pour Vivatech. Et là, il y a 2 grands thèmes qui nous intéressent. Les thèmes autour de la santé mobile, puisque voilà, je ne vais pas élaborer trop, vous aurez l'occasion de découvrir ce qu'on va faire à Vivatech, mais en tout cas, c'est un thème sur lequel on cherche, même s'il y a beaucoup d'assets déjà dans les partenaires de Software République, on cherche des solutions innovantes. Et puis un deuxième thème autour de l'expérience des services urbains, on va dire la ville du quart d'heure et tout ce qu'on peut imaginer en termes de services de proximité dans la ville. Voilà. Donc c'est 2 thèmes qui font un petit teasing pour le concept de l'année prochaine, mais en tout cas s'il y a des startups qui ont des briques qui peuvent faire sens là-dessus, bah, surtout contactez-nous. On est là une partie de la journée, ça sera avec grand plaisir qu'on discutera de vos solutions. On aura justement un temps à 10h45 pour faire du networking. Merci beaucoup, messieurs. Eric Fintin, CEO chez Software République, et Mustapha Bouraoui, VP Strategic Marketing chez ST Microelectronics. Vous avez parlé des startups. On fait le lien évidemment avec Stern Tech, avec Christophe Stern, CEO justement de Stern Tech. Merci beaucoup. Donc bonjour, donc je suis Christophe Stern, CEO de Stern Tech. Alors nous, ce que nous faisons, tout bêtement, c'est que nous donnons un cœur aux objets inanimés. Donc la société, en fait, produit des... On peut peut-être passer la slide d'après. Avec la petite... Voilà, la zapette, la flèche verte, et, juste au-dessus, voilà. La grosse flèche verte, tout au-dessus. Voilà, parfait. Super, merci. Avec plaisir. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons une équipe de 24 personnes, c'est une start-up, c'est petit, et nous allons mélanger des sciences cognitives et ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, mais en gros, ce sont des maths, hein, beaucoup de statistiques et d'algorithmique. Donc, dans les sciences cognitives, beaucoup de psychologie, de sociologie et de neurosciences. Donc ce que nous faisons, c'est que nous nous attachons à analyser les objets, mais aussi l'intention de la personne qui utilise son objet, son outil, donc de l'être humain, donc de Homo sapiens sapiens, avec un petit clin d'œil à Stanley Kubrick sur la slide. Donc comme je vous disais, nous donnons l'objectif en tout cas de la société, parce que derrière un outil, c'est beaucoup l'intention qui compte. Hein. Un marteau, on peut l'utiliser pour construire une cathédrale et en même temps pour défoncer le crâne de son voisin. Donc l'objectif, c'est l'intention qu'il y a derrière l'outil. Et nous, notre intention, c'est vraiment de donner un cœur aux objets inanimés. Donc comment on fait pour faire ça? C'est que c'est du design. Alors on a beaucoup parlé de design. Donc nous, on a la chance de travailler avec notre incubateur. On a l'école du design qui nous a aidé aussi un petit peu à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction des cas d'usage, comment est-ce que notre outil peut véritablement apporter quelque chose. Donc, et on en est vite arrivé à se dire que pour donner confiance dans un objet qu'on n'était pas forcément connu, surtout avant que Software République nous identifie à Vivatech 2022, en fait, c'est comme de la relation avec un être humain, il faut donner des preuves de confiance. Donc, pour donner des preuves de confiance, c'est de dire que les données, par exemple, elles sont complètement protégées. Même nous, dans le véhicule, c'est la philosophie de notre outil. Elles ne sont pas connectées à Internet. Et également, on fait tout pour être le plus possible, parce que c'est quand même du logiciel qui consomme forcément de l'énergie, mais respectueux de l'environnement. Donc, ce qui fait que, par exemple, on va travailler en mémoire, on va éviter d'écrire de la donnée inutile. 90% des 200 données comportementales par demi-seconde qu'on capture ne sont pas utilisées, elles sont interprétées
en mémoire pour limiter justement cette empreinte énergétique. Donc, ce qu'on a fait au sein du Human First Vision, c'est qu'on interprète, et donc, comme le disait Mustapha aussi, le comportement du conducteur. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête, mais qui peut être extrême, mais comme ça, vous allez voir en fait la voie vers laquelle on se dirige. Imaginez, donc, je suis au volant de ma voiture, sur l'autoroute en train de conduire, j'ai un appel, et donc je prends l'appel en main libre. Et là, on m'apprend qu'il y a un décès dans ma famille. Et donc, en fonction de la psychologie que je vais avoir, bah, soit je peux être choqué, il peut se passer plein de choses dans ma tête. Et en fait, en fonction des personnes, on peut réagir très différemment. Mais c'est surtout que de conduire sur l'autoroute en apprenant une nouvelle pareille, c'est très dangereux. Et donc, on a à peu près 15 concurrents dans le monde. On est les seuls à coupler notre outil avec de la psychologie et des neurosciences. Alors pourquoi ? Parce que du coup, on peut permettre au véhicule, en l'occurrence, de faire preuve d'empathie. C'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, identifier que la personne est triste parce qu'on se rend compte sur l'analyse de son visage que la personne est triste, et donc on va lui mettre de la musique gaie. Donc vous imaginez, vous apprenez le décès d'un proche, on vous met de la musique gaie. C'est certainement pas le résultat que vous voulez. Et ben en fait, le véhicule sera capable d'appeler la personne doucement par son prénom, lui demander comment ça va, lui demander s'il a besoin d'assistance pour arrêter la voiture proprement ou pour appeler des secours, parce que la personne peut aussi faire un malaise. Et donc, arriver à donner un cœur aux objets inanimés, arriver à faire preuve d'empathie, c'est notre objectif. Ça fait 3 ans qu'on le développe et qu'on essaye de faire ça. Donc forcément, on s'est rejoint dans l'objectif du Human First Vision avec Renault, Software République, ST Microelectronics notamment, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les équipes de ST pour intégrer un outil qui éprenne les données biométriques de l'utilisateur, du conducteur, et en même temps les données comportementales par l'analyse du micro et de la caméra avec notre technologie. Donc ça donne le cas d'usage, exactement ce que décrivait Mustapha tout à l'heure, c'est que la voiture, si la personne fait un malaise, on peut imaginer que la voiture réagisse avec, on active un car park, et puis la voiture se gare, appelle les secours, puisque ce sont des fonctions qui existent, et que nous, finalement, on va jouer le rôle d'un message d'origine, d'interprétation du comportement du conducteur, un orchestrateur dans la voiture qui va activer les bonnes fonctions en fonction du cas d'usage. Donc, quel futur pour demain ? Qu'est-ce que tout ça peut donner ? Donc nous, on est capable aujourd'hui d'analyser la fatigue, l'épuisement, l'évanouissement, évidemment avec des cas d'usage différents. La fatigue, la voiture va émettre un bip. L'épuisement, la voiture peut vous dire, dans 3 km, il y a 1 heure de repos, allez prendre un café, reposez-vous une demi-heure parce que vous avez encore 2 heures de route. L'évanouissement, voilà, appeler les secours ou prévenir simplement le passager à côté qui est peut-être endormi que la personne est en train de faire un malaise. Ça marche aussi de manière très simple. Le stress, la maladie, on analyse 32 émotions de base, on analyse les besoins du conducteur, les soft skills employés pour répondre aux besoins et la motivation à court terme, à long terme. Donc notre modèle est vraiment très orienté sur la psychologie et les neurosciences, le niveau de perception et également de l'environnement et également d'attention, c'est-à-dire quand on est en train de regarder la route, si on reçoit le message que je vous disais tout à l'heure par téléphone, on a beau regarder la route, la personne, elle est plus du tout focus sur la route. Elle est en fait complètement rentrée dans son propre corps, à réfléchir et à digérer le message qu'elle vient d'entendre. Donc nous, nous adorerions évidemment prolonger l'expérience dans la réalité, rendre le projet un petit peu plus concret. Il faut savoir que notre technologie n'était pas forcément dédiée à l'automobile. Ça nous a beaucoup aidé de travailler avec Software République parce que ça nous a permis d'aller vraiment au bout d'un use case et d'une implémentation technologique. Et donc pour ça, nous on les remercie vraiment, toute notre équipe vraiment remercie toute l'équipe de Software République pour ça. Et donc on vous dit à bientôt, on espère. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, Christophe Stern, donc CEO de Stern Tech. Et on voit qu'il peut y avoir de belles collaborations, en tout cas. Voilà, 20 innovations, 12 partenaires, un concept unique. Bref, on a eu une belle vision Human First